Voilà, là c'est mieux. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup d'être ici à cette heure matinale. Donc c'est la première journée de la semaine des autres modes au Blanc Manteau. Donc on sera là aujourd'hui et demain. Donc on est ravis de commencer par cette dernière table ronde de la semaine qui est très importante, donc organisée avec Fashion Revolution France et Max Havelaar. Donc je suis en présence de Catherine Doriac, présidente de Fashion Revolution France, et Valéria Rodriguez, directrice du plaidoyer de Max Havelaar France. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet très important. On va commencer donc par une petite conférence de presse sur ce qu'est l'initiative citoyenne européenne qu'on vous présente donc aujourd'hui, qui est l'initiative Good Clothes Fair Pay. Donc très important, l'objectif de cette initiative, c'est de faire respecter les droits humains et particulièrement d'exiger un salaire vital pour les travailleurs, travailleuses de l'industrie du textile. Du coup, on va avoir deux temps dans cette matinée. Un premier temps où Catherine et Valéria vont nous présenter les contours de cette initiative. Ensuite, nous aurons une table ronde avec des intervenants qui ne sont pas présents physiquement avec nous, mais qui sont bien là. Donc Audrey Millet, qui sera en vidéo, et également un représentant DRH d'une usine en Inde qui va pouvoir nous expliquer aussi pas mal de choses sur notamment les tensions qui existent entre d'un côté les marques qui mettent une pression donc sur la fabrication et de l'autre côté les salariés et tenter justement de faire respecter leurs droits. Donc je vais tout de suite passer la parole à Catherine et Valéria donc pour qu'elles vous en disent un peu plus sur cette initiative citoyenne européenne. Bonjour à tous. Cette initiative citoyenne européenne qui s'appelle Good Clothes Fair Pay est conduite par Fashion Revolution au niveau européen et par ses représentants dans chaque pays, avec 57 organisations qui suivent donc cette demande, dont Fairtrade International. Et c'est pourquoi Max Havelaar France est notre partenaire privilégié ici en France pendant toute la durée de cette campagne. Cette campagne a été lancée le 19 juillet dernier sur les réseaux sociaux. Elle court jusqu'en juillet 2023. Nous avons besoin d'obtenir 1 million de signatures au niveau des citoyens européens, tous citoyens confondus, qu'ils vivent ou non en Europe, mais la campagne demande, la signature demande à ce qu'ils aient un passeport européen, qu'ils soient bien certifiés citoyens européens et qu'ils aient le droit de vote dans leur pays. Alors, le constat de base, et c'est notre travail depuis 2013 et l'effondrement du Rana Plaza, qui a vu la naissance de Fashion Revolution, est simple. Les personnes qui fabriquent nos vêtements ne sont pas suffisamment payées pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. J'ai quelques chiffres à vous donner. En Inde et au Bangladesh, elles gagnent en moyenne 3 fois moins qu'un salaire vital. Alors on va vous expliquer ce que c'est qu'un salaire vital par rapport au salaire minimum qui est le salaire légal dans la plupart des pays. En Inde, par exemple, le salaire vital serait de 22 800 roupies, c'est-à-dire 290 €, et le salaire minimum, le salaire légal, ne représente que 80 €. On voit le gap tout de suite. 6 500 roupies pour un salaire minimum, c'est très peu. Parce qu'on estime que pour vivre dans un logement décent, il faut dépenser 4 800 roupies déjà, 60 € par mois. Un régime nutritif pour un foyer de taille moyenne, c'est 7 800 roupies, 100 €. Et le coût de la scolarité est d'environ 400 roupies, soit 5 € par mois. Pour l'éducation des enfants en école publique, mais en Inde, la majorité des écoles sont privées, donc c'est beaucoup plus. Quelques chiffres aussi sur le Bangladesh. Salaire minimum 8000 taka, 85 €. Le salaire vital est à 300 €. Donc là, on n'est même pas à 3 fois le besoin nécessaire. En Roumanie et en Bulgarie, et là c'est vraiment en Europe et c'est vraiment proche de nous. En Roumanie, par exemple, le salaire minimum est de 516 €, le salaire vital de 900. Et en Bulgarie, le salaire minimum est de 363 €. Un salaire vital serait à 860. Alors,
Un salaire vital, c'est quoi ? C'est un salaire qui permet de subvenir à tous ses besoins. Un logement décent, un apport calorique nutritif suffisant pour la nourriture, le logement, la santé, l'éducation, les vêtements, l'éducation des enfants, bien sûr, mais aussi, et ça on l'oublie souvent, l'épargne nécessaire à faire face aux imprévus de la vie. Alors ce salaire vital, c'est un droit humain reconnu par l'ONU et la Déclaration des droits de l'homme. Et je vais vous lire pour mémoire l'article 23 de cette déclaration. Alinéa 1, toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Article 2, alinéa 2, tous ont droit sans aucune discrimination à un salaire égal pour un travail égal. Là, on verra qu'entre les hommes et les femmes, il y a très très peu d'égalité. Alinéa 3, quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tout autre moyen de protection sociale. Alinéa 4, toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. Donc là, c'est inscrit dans le marbre, la Déclaration des droits de l'homme, alors qu'on voit que dans tous les pays, et Valéria, tu nous en parleras un peu plus tout à l'heure sur le droit des femmes, notamment dans la chaîne de valeur textile, mais évidemment, nous, on s'intéresse là ponctuellement à la chaîne de valeur textile, mais c'est valable pour toutes les autres industries et c'est valable aussi pour le travail forcé, l'esclavage qu'on dit moderne et qui n'a rien de moderne, hein, parce que l'esclavage c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Voilà, alors c'est différent d'un salaire minimum légal qui, dans la plupart des pays où nos vêtements sont fabriqués, est plus bas que le salaire vital. Ça, je vous ai donné les chiffres. Cette campagne, alors à quoi va servir cette campagne ? On a besoin d'1 million de signatures, mais pourquoi faire ? Cette campagne exige que l'Union européenne mette en place une législation obligeant les entreprises du secteur textile à s'assurer que les travailleurs et les travailleuses tout au long de leur chaîne d'approvisionnement soient payés par un salaire vital. Ça, c'est les demandes de base. On se pose la question, qu'est-ce qu'une initiative citoyenne européenne ? Tout simplement, c'est un outil démocratique, c'est une sorte de référendum que des ONG, que de la société civile demandent aux citoyens d'utiliser pour demander, déjà pour soulever des problèmes d'ordre légaux et d'ordre normal, comment dire... le son. C'est fondamentalement un outil de démocratie participative, finalement. Voilà. C'est-à-dire que chacun de nous, citoyens européens, nous avons le droit de demander à la Commission européenne de se pencher sur une législation. Voilà. Et donc là, il faut se saisir de cette pétition parce que par un petit geste, une simple signature, on peut améliorer le sort de beaucoup de travailleurs et de travailleuses qui fabriquent nos vêtements, en l'occurrence. Tout le monde s'habille, hein, s'habiller c'est un besoin fondamental, comme se nourrir, on vient de le raconter. On n'est pas obligé d'utiliser le travail forcé et les gens qui sont en semi-esclavage. Alors, pourquoi cette campagne est-elle nécessaire ? On a un besoin de réguler les entreprises. Pendant trop longtemps, les marques ont promis de faire ce qu'il fallait, mais malheureusement, c'est des promesses toujours en l'air, beaucoup de greenwashing dans le secteur, surtout depuis le Covid et la prise de conscience des citoyens. Les marques se sentent obligées, et pour garder
leur impact sur les consommateurs, se sentent obligés de faire des allégations sur la façon beaucoup plus green de fabriquer et de concevoir les vêtements. Malheureusement, rien n'a changé depuis toutes ces allégations, rien n'a changé à l'échelle du secteur. Changer les choses, ce n'est pas seulement ajouter une étiquette éco-responsable sur un produit. Si on veut voir un réel impact sur l'enjeu environnemental et les conditions sociales des travailleurs, il faut passer par la législation et obliger les entreprises à mieux rémunérer toute leur chaîne de valeur. Alors c'est valable pour le rang 1 dans les usines qui utilisent eux-mêmes une cascade de sous-traitants, donc rang 1, rang 1B, rang 1C, rang 1D, et puis en passant par les filatures, évidemment, les teintures, les usines de teinture. On peut remonter même jusqu'à l'agriculture, et Max Havelaar est bien là pour défendre les agriculteurs dans le monde, et on aura tout à l'heure le témoignage aussi d'une personne en Inde qui nous parlera des problématiques justement dans les usines en Inde. Donc voilà, nous on est là pour répondre à vos questions aujourd'hui. Je vais passer la parole à Valérie qui va continuer sur le sujet et rentrer un peu plus dans le détail. Merci. Merci Catherine. Oui, en fait, je voulais conclure un peu la présentation de cette initiative citoyenne européenne par dire qu'est-ce qui se passerait, c'est-à-dire qu'est-ce que les entreprises devraient faire si on aboutit à avoir une législation dans ce sens. Alors l'idée et la proposition que nous avons, c'est que ceci devrait être exigé à toutes les entreprises qui placent des produits textiles sur le marché européen, qu'elles soient installées ou pas, qu'elles soient basées en Europe ou pas, parce que ça, parfois il y a des entreprises qui ne sont pas basées en Europe, mais qui vendent et dont leur chiffre d'affaires se fait en Europe. Donc il faut que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, soient obligées d'avoir un devoir de vigilance. C'est quoi un devoir de vigilance ? Finalement, il y a le mot vigilance, parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise beaucoup en ONG, mais que les gens, peut-être que c'est plus compliqué pour le commun mortel de se dire ce que c'est. Il y a le mot vigilance, ça veut dire aller regarder comment on travaille, où on travaille, avec les gens avec lesquels on travaille, les partenaires, les sous-traitants, etc. Et vigilance, n'est-ce pas ? Donc, c'est aller regarder tout au long de nos chaînes d'approvisionnement et se dire quelles sont les pratiques qui sont... Merci beaucoup. Quelles sont les pratiques qui sont utilisées à chaque étape ? Quels sont les salaires qui sont payés ? Quels sont les risques que je prends à travailler avec un tel ou un tel fournisseur ? Et donc, évaluer les risques, évaluer les impacts que mon activité a sur les droits humains, et faire en sorte, mettre les mesures nécessaires pour que ces impacts cessent, ou pour que, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, pour que les sous-traitants et toute la chaîne dans laquelle je travaille assurent un salaire vital aux travailleuses et aux travailleurs qui sont dans cette chaîne. Donc, quelque part, c'est ça qu'on demande, qu'à travers une législation, les entreprises soient obligées de ça. Et pourquoi ? Parce que, en fait, le système de la mode repose sur ce modèle de la fast fashion, maintenant même de la ultra fast fashion, c'est-à-dire qu'entre le moment où un prototype est conclu et les vêtements dans les rayons, parfois il se passe quelques jours. Et c'est terrifiant, si on le regarde en face, c'est terrifiant. Et ceci implique donc une pression énorme sur les coûts de produire cette ultra fast fashion. Parce que les marques, finalement, elles produisent énormément, et elles produisent plus de ce qu'elles ont besoin, il y a une surproduction. Et du coup, il faut que cette surproduction soit fabriquée au moindre coût. Et on a des chiffres, par exemple, l'OIT nous dit que 52% des fournisseurs acceptent des prix qui ne couvrent pas leurs coûts de production. Ou par exemple, quand en Bangladesh, il y a quelque temps une augmentation du salaire minimum, du salaire légal au moins, voilà, qui a été triplé. Voilà.
Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La majorité des entreprises textiles qui fabriquent au Bangladesh ont refusé de changer leur prix. C'est-à-dire, elles ont refusé de payer aux usines plus, alors que les salaires avaient triplé pour les usines. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est très simple. C'est-à-dire que pour garder le cap, pour ces entreprises, pour maintenir une activité rentable, elles vont jouer sur le maillon le plus faible. Le maillon le plus faible, ce sont les travailleuses et les travailleurs. Donc, on va avoir des heures sup non payées, on va avoir des journées à rallonge, on va avoir des droits pas respectés, on va avoir des contrats précaires, on va avoir des gens qui travaillent chez eux à la pièce et qui donc n'ont aucun droit social, auquel on paye aucun droit social parce qu'on le paie à la pièce, donc on ne le considère même pas comme un salarié. Et tout cela va faire en sorte que les coûts de production vont être moins importants et qu'on va pouvoir tenir le cap de cette ultra fast fashion. Donc c'est quelque part ce que nous voudrions et nous sommes convaincus qu'il y a deux leviers qui sont importants. Le levier du salaire, bien évidemment, c'est tout simplement, comme Catherine l'a rappelé, un droit humain. Mais nous pensons aussi que la question des pratiques commerciales, de la façon dont on fait du business, a une importance énorme pour le respect des droits humains. C'est-à-dire que quand on peut rompre un contrat du jour au lendemain, quand on peut mettre des délais trop courts aux usines pour fabriquer, quand on ne peut pas négocier convenablement les prix des produits, etc. Tout ça, ça fait partie des pratiques commerciales. Ces pratiques commerciales, elles ont, comme je vous ai expliqué un peu, voilà, des incidences dans la façon dont on traite après les travailleurs. Et ceci n'est vraiment pas durable. Il n'est pas durable pour l'environnement non plus. Cette surproduction, hier soir, je regardais sur France 2 un documentaire sur nos déchets et nos déchets textiles. C'est-à-dire que cette surproduction génère aussi une surconsommation. On achète beaucoup plus de ce dont on a besoin. On calcule qu'on ne met que 50% de ce qu'on a sur nos placards, dans nos placards. 30%, Valérie. 30%, c'est pire, voilà. Donc, et qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets? Hier, j'ai vu, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais des quartiers à Accra, au Ghana, dans lesquels il y a des montagnes de vêtements que nous avons jetés et qui ne servent à rien après et qui finissent dans une décharge et qui polluent. Loin de chez nous. Et on a la même chose au Chili. Voilà. Dans le désert d'Atacama. Donc en fait, quand on regarde bien ce système, ce modèle, et on parle bien, Catherine, n'est-ce pas, de changement de modèle. Il ne s'agit pas de pansement, il s'agit vraiment de changement de modèle. Nous, on pense qu'on peut payer des salaires vitaux parce que ceci, il y a eu des calculs qui ont été faits. Payer un salaire vital, par exemple, ne ferait qu'augmenter peut-être de 1% le prix d'un t-shirt. Je pense qu'on peut payer 1% de plus. Sur un t-shirt, il est dit que ça serait 0,18 centimes. Voilà. Donc, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible qu'on fasse ça au nom des droits humains. Mais surtout, ce modèle-là ne peut pas continuer à exister en surproduction, en surconsommation, en pollution en tout genre, parce que du coup, plus on produit, plus d'eau on utilise, plus de produits chimiques, plus on pollue. C'est un cercle vicieux duquel il faut qu'on sorte. Exactement. Le transport, là on est face à des pénuries à venir de matières premières, d'énergie. La mode, c'est un énorme gaspillage de gaz à effet de serre. Enfin, c'est plus de gaspillage, la gabégie totale. Donc ça, c'est important aussi. Et puis, de toute façon, avec les restrictions qui nous attendent assez rapidement, je pense, il va falloir bien choisir comment on achète nos vêtements parce que ceux-là, on va les garder très longtemps. Je pense que peut-être pour certaines choses, ça va nous faire du bien de réfléchir, mais en tout cas, pour la question de la mode, il faut qu'on regarde mieux et qu'on puisse avoir des vêtements dont on n'a pas honte des conditions dans lesquelles elles ont été produits. Et à côté de ça, on peut réutiliser beaucoup plus, on peut customiser nous-mêmes, on peut coudre, réparer tout simplement. On peut faire beaucoup de choses. Mais il faut évidemment aussi, parce que les consommateurs, nous avons ce pouvoir de changer aussi à notre échelle, mais
il est indéniable que la législation, c'est ce qui peut faire changer le modèle aussi pour exiger aux entreprises de changer la façon de faire. Alors, pour terminer cette conférence de presse, sauf si tu as encore quelque chose à dire, il suffit de se rendre sur le site internet Good Clothes Fair Pay. Il y a une page par pays, on rentre ses coordonnées, on va vous demander votre adresse, bien sûr, puisque c'est ensuite vérifié par la Commission européenne, que vous êtes bien citoyen en droit de vote. Et donc voilà, on a jusqu'en juillet, on a besoin de vous tous. 1 million de signatures en Europe, 72 000 en France. C'est un minimum strict parce que si on n'atteint pas ce minimum, on ne pourra pas se présenter à la table des négociations à la Commission européenne. Tout à fait, parce que c'est un droit citoyen, c'est pas juste une pétition. Non, tout à fait. Merci, Valérie. Merci, Catherine. Une petite question peut-être pour compléter. Du coup, en termes d'initiatives citoyennes européennes, est-ce que vous avez des exemples d'ECI qui ont marché ? Oui, j'espère que je vais donner bien l'exemple, mais il y a une ECI qui a marché il y a quelques années concernant l'accès et le droit à l'eau. Et donc il a marché et il y a eu vraiment une législation qui a été mise en place pour améliorer l'accès à l'eau. Donc oui, c'est possible, tout à fait. Alors moi je tenais à préciser que cette initiative citoyenne européenne est la première concernant le textile. C'est important de le dire. Il y a une prise de conscience qui se fait en ce moment. Et donc si vous arrivez à récolter les 1 million en juillet, qu'est-ce qui va se passer après concrètement ? Concrètement, ce qui se passera à ce moment-là, c'est que la Commission européenne sera obligée de se pencher sur la question et de l'analyser, de nous écouter, de nous appeler pour nous entendre notre proposition, la recevoir, l'analyser. Par contre, elle ne sera pas obligée d'en faire vraiment une législation. Oui, et c'est un peu le problème. C'est là où on se rate. Mais bon, si on a 1 million de signatures et toutes les ONG qui nous sommes derrière, je pense que aussi ça fera pression. C'est un moyen de pression important. C'est un moyen de pression, oui. Moi, je peux vous dire, sans dévoiler complètement le sujet, que la Commission européenne se penche déjà sur la toxicité des vêtements. Et ça nous fait une belle transition avec Audrey Millet, qui travaille sur ces sujets-là et qu'on va voir en vidéo, puisqu'elle est basée à Oslo et que nous n'avons pas pu faire un duplex. Donc voilà, Audrey Millet. Bonjour, je suis ravie de vous voir sans vous voir vraiment. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à tous les intervenants qui ont participé cette semaine également à Une autre mode est possible, la Fashion Revolution qui m'a également invitée. Je suis en Norvège, je ne peux pas être avec vous, mais je vais essayer de vous faire un petit topo du salaire vital depuis Oslo, en évoquant le passé, comment cette question s'est mise en place jusqu'à aujourd'hui et les problématiques qu'il soulève. En réalité, pour parler du salaire vital, il faut commencer par parler du salaire minimum. Et nous sommes en Angleterre, cette île industrielle autour de Manchester et toutes les autres villes concernées par la révolution industrielle, et le travail des ouvriers est dramatique, vous le savez, les pollutions, les problèmes de santé, et ils n'arrivent pas à survivre. En réalité, beaucoup d'associations de consommateurs se sont battues pour qu'il y ait un minimum de salaire afin que les entreprises se retrouvent finalement alignées sur le même montant, le même paiement pour les ouvriers. Nous sommes en Angleterre en 1909 et on parle déjà de ces ateliers de sueur, de ces sweatshops qui vont donner l'idée d'un salaire minimum. Et c'est le Trade Board Act qui a introduit pour la première fois des salaires minimums
légalement applicable. Ce Trade Vote Act a été créé pour réglementer les salaires dans des métiers qui étaient particulièrement difficiles. Donc dans des industries avec de longues heures de travail, de très mauvaises conditions et de très faibles salaires. Dans ces industries-là, il s'avère que les femmes étaient le plus souvent employées. Donc, elles se retrouvent dans des ateliers de misère ou des ateliers de sueur. Et un rapport d'une commission en 1889, une commission de la Chambre des Lords, identifie 3 facteurs distinguant les industries ou même ces ateliers clandestins de misère. Donc, ces 3 facteurs sont un travailleur sous-payé, des heures de travail excessives et des conditions de travail insalubres. Et c'est après ce constat qu'on commence à discuter, à réfléchir sur un minimum de salaire. En 1903, nous avons un historien, Sir William Ashley, qui caractérise les ouvriers de ces ateliers comme une main-d'œuvre bon marché, de mauvaise qualité et docile. On a une chercheuse également qui était ouvrière, Betty Lace Hutchins, qui ajoute que soit en raison de leur sexe, soit en raison de leur âge, ou d'une infirmité, ou d'un manque de soutien autour d'eux, ces ouvriers sont obligés d'accepter un travail bon marché et qu'ils ne sont pas en fait une main-d'œuvre de mauvaise qualité. Ils n'ont pas le choix. Les usines, en fait, ne sont pas les seules concernées. Le travail à domicile perdure sans qu'aucune législation ne permette d'améliorer ces conditions. Les réglementations touchent finalement assez peu les industries à faible niveau d'organisation syndicale. En fait, les patrons en profitent. Et en particulier à fort pourcentage de femmes. Elles passent de longues heures à emballer des boîtes, par exemple en fer blanc, sous les yeux des contremaîtres, à tisser ou à coudre. C'est à partir de ce moment-là qu'un salaire minimum est imposé. On est au début du XXe siècle. Aujourd'hui, dans le monde, on estime que 60 à 75 millions de personnes travaillent dans les industries textiles et vestimentaires, ainsi que dans la fabrication des chaussures. Refuser de verser à ces personnes un salaire vital relève d'une violation des droits humains. De nombreuses grandes entreprises de la mode ont par exemple leur siège en Suisse, et c'est là qu'elles planifient leurs activités commerciales dans le monde entier. La plupart de ces entreprises ne s'engagent pas à verser un salaire vital et font des affaires sur 3 plans. Premier plan, elles font des affaires dans les pays producteurs. Elles bénéficient de prix d'achat très très bas dans les usines et revendent très très cher. Ensuite, elles profitent aussi d'une part de marché très lucratif pour écouler leurs produits. Et également de taux d'imposition très intéressants. Mais si on s'interroge sur véritablement la législation et la loi, on se rend compte que l'Organisation internationale du travail, l'OIT, donc Organisation internationale du travail rattachée à l'ONU, inscrit ce droit à un salaire vital dans plusieurs conventions. Les conventions 131 et 156 et les recommandations 131 et 135. La constitution de l'OIT de 1919, la déclaration de Philadelphie de 1944, la déclaration de l'OIT sous la justice sociale pour la mondialisation équitable de 2008. Le salaire minimal, par exemple, en France, est revalorisé tous les ans au 1er janvier. Il est actuellement à peu près de 1 099 € net par mois, à peu près. Donc, on s'interroge, est-ce qu'on va dire 1 100 €, c'est un salaire vital, même quand on habite à Limoges, même quand ce n'est pas dans une grande ville où l'immobilier flambe? Non, deux salaires minimum
imaginez avec 2 enfants, vous vous rendez bien compte qu'il ne s'agit pas d'un salaire vital qui permet d'épargner, qui permet d'éduquer ses enfants, de se loger, de manger correctement, c'est-à-dire avec un certain nombre de calories. Le salaire vital compte ceci aussi. Donc vous voyez bien que les déclarations de l'OIT et de l'ONU, en réalité, ne sont pas respectées. Donc que les entreprises qui ne pratiquent pas de salaires vitaux dans les pays se retrouvent finalement dans l'illégalité. Je vais vous donner un exemple assez dramatique du gouvernement du Bangladesh qui a abandonné les syndicats dans le but, évidemment, de ne pas donner de salaire vital. En 2018, le gouvernement bangladais a revu le salaire minimum pour la première fois depuis 2013. L'augmentation de 5300 takas relève relève de 8000 takas. On passe de 5003 à 8000 takas. Elle a beaucoup déçu les syndicats, car l'augmentation en parallèle du coût de la vie depuis 2013 a annihilé en réalité l'augmentation de salaire. L'inflation était telle que cette augmentation de salaire a eu que très peu d'effet sur les conditions des ouvriers. Le contexte était en réalité plutôt bon pour les négociations. Et les syndicats s'étaient pour la première fois mis d'accord sur une revendication salariale à hauteur de 16 000 takas, et non pas 8 000, 16 000. Un salaire qui est quand même toujours inférieur, très nettement, au salaire vital qui serait nécessaire au Bangladesh. On peut se demander ce qui s'est passé parce que le contexte était très positif. En réalité, l'Association professionnelle des exportateurs de textiles a clairement fait comprendre au gouvernement que toute augmentation de salaire entraînerait des fermetures d'usines et appellerait les marques à augmenter leur prix d'achat ou par exemple à délocaliser. La plupart des entreprises ont ignoré cet appel et n'ont officiellement pas soutenu les augmentations de salaire. Le résultat est très insatisfaisant et finalement on se retrouve avec toujours les mêmes excuses. Et selon les rumeurs, au Bangladesh, le salaire minimum en vigueur au Myanmar, cette dictature militaire, anciennement appelée Birmanie, qui était encore plus bas, aurait servi d'argument contre les délocalisations. Si on retourne un petit peu en Europe, il suffit d'ouvrir les conventions collectives, et beaucoup sont tout à fait minables. Je pense notamment à la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, des articles de voyage, chasse, sellerie, gainerie, bracelets en cuir, où le SMIC est d'actualité. C'est-à-dire que vous pouvez travailler pour une très grande entreprise, de luxe par exemple, très connue, et gagner le SMIC, alors que cette entreprise va évidemment argumenter ses produits, la qualité de ses produits, sur l'extraordinaire savoir-faire de ses ouvriers, payés au SMIC. Ça s'appelle du mépris de classe. Je voulais aussi vous dire un petit mot sur le Made in Europe, puisqu'on n'arrête pas d'en parler aujourd'hui. On relocalise. En Europe, il y a des pays qui n'ont pas de SMIC. Il y en a 21 sur 27 quand même dans l'Union européenne qui n'ont pas de salaire minimum légal en 2022. Je pense à l'Autriche, je pense à Chypre, au Danemark, en Finlande et également à la Suède et à l'Italie. Parmi ces pays-là, vous avez des pays qui n'ont pas de SMIC, mais qui ont un État fort, providence, prêt à intervenir et à négocier et à défendre ses citoyens. C'est le cas par exemple de la Finlande et de la Suède, du Danemark également. Ce n'est pas le cas de Chypre et c'est certainement pas le cas non plus de l'Italie. Ce Made in Italy, on peut en discuter. Il n'y a pas de SMIC en Italie. Donc il n'y a pas non plus de salaire vital. Cette réflexion sur le salaire vital peut sembler loin lorsqu'il s'agit du Bangladesh, qu'il faut continuer à défendre absolument, mais en réalité, elle nous touche aussi de très près. Nous avons une frontière commune avec l'Italie. Je crois que ce sont des amis historiques, artistiques, intellectuels. Et de nombreuses entreprises se targuent de faire du Made in Italy, ce savoir-faire exceptionnel italien, notamment en maroquinerie.
Plusieurs articles de presse sont sortis, il en sort régulièrement, qui démontrent par exemple que des grandes marques de luxe utilisent des sous-traitants, mais elles ne sont pas responsables, elles ne le savent pas, qui en réalité paient leurs ouvriers à 3,50 € de l'heure. Nous sommes en Italie. Et lorsqu'on demande par exemple à une marque comme Gucci, si les employés de ses fournisseurs perçoivent un salaire vital, Gucci indique que 95% de ses fournisseurs sont basés en Italie et qu'ils versent tous un salaire négocié dans le cadre d'une convention collective nationale. Mais il s'agit d'un nombre très limité de cas et clairement, cela ne prend pas en compte la sous-traitance, l'usine rang A, l'usine rang B, l'usine rang C. Vous pensez bien que quand vous arrivez à E, vous n'avez plus de quoi manger. On peut également parler du Made in Portugal, Made in Europe. Le salaire minimum au Portugal est de 740,83 € par mois. Donc ce salaire vital, ce salaire minimum, en réalité, ne sont absolument pas considérés par les entreprises. Quelles sont les excuses des entreprises? Ce sera mon dernier point. La première excuse qu'on entend, c'est fixer un salaire minimum juste et le rôle des gouvernements, pas des entreprises. Alors moi, à ce moment-là, je voudrais que les élites économiques ne s'arrangent pas avec les élites politiques et qu'elles ne deviennent pas une élite commune. En excuse numéro 2, on entend qu'il est possible de payer un salaire vital. Il est impossible de payer un salaire vital car il n'existe pas de consensus sur la manière de le calculer. C'est faux. Excuse numéro 3, les pays à bas salaire risqueraient de perdre leur avantage compétitif si les salaires devaient augmenter. Ça se saurait si on avait sauvé les citoyens du Bangladesh, les Indiens, ceux du Myanmar, de la pauvreté. En excuse numéro 4, notre entreprise aide à améliorer l'emploi dans ces pays en développement. Et nous fournissons du travail à des gens qui ont besoin de travail et qui ont besoin de notre présence. Ça, c'est une défense des sweatshops. Parce qu'il y a encore des gens qui défendent les sweatshops. Excuse numéro 5, le coût de la vie est plus faible dans les pays producteurs de vêtements. Il est donc tout à fait normal que les salaires soient faibles et qu'évidemment, les ouvriers n'arrivent pas à manger, ne puissent pas envoyer leurs enfants à l'école, ne puissent pas prendre des transports sécurisés pour aller au travail. Excuse numéro 6, les consommateurs ne veulent pas payer leurs chemises plus chères, et ça c'est vrai. Donc ce salaire vital, c'est aussi aux consommateurs de le réclamer. Aux consommateurs de moins acheter, de ne pas cautionner la surproduction et de se battre pour. Excuse numéro 7, d'après nos codes de conduite, nos salaires sont justes parce que maintenant dans toutes les entreprises, il y a des codes de conduite, il y a des mémos, il y a des tutos, ils font leurs propres calculs et s'auto-congratulent. Excuse numéro 8, la crise économique ne nous permet pas d'acheter nos produits à un prix plus élevé. On se demandait ce qu'allait devenir le monde d'après, durant le Covid. Il n'est pas identique à celui d'avant, il est pire. Excuse numéro 9, si nous augmentons les salaires, nous allons attirer des personnes plus qualifiées, comme aussi du personnel médical, des enseignants, qui préféreraient travailler dans une fabrique de textiles plutôt que d'exercer leur métier car ils seraient mieux payés. Et bien à ce moment-là, il faut non pas s'occuper que de l'industrie textile, mais également des salaires des enseignants, du personnel médical, et se demander ce qu'est un salaire vital à l'échelle de toutes les professions. Dernière excuse, excuse numéro 10 des entreprises. Nos actionnaires ne sont pas favorables au paiement d'un salaire vital aux travailleurs et travailleuses de la confection. Et je finirai sur ça.
car finalement, si on a des problèmes avec le salaire vital et le salaire minimum qui n'est pas un salaire vital, c'est bien parce que la seule responsabilité sociale des entreprises est d'augmenter les revenus de leurs actionnaires. C'est Milton Friedman qui dit ça qui écrit cela dans Capitalisme et Liberté en 1972. Milton Friedman qui à ce moment-là a eu le prix Nobel d'économie, qui n'est absolument pas un prix Nobel, qui est un prix version Nobel, donné notamment par des entreprises suédoises et qui cautionne clairement le capitalisme, le néolibéralisme et qui ont négocié toutes les délocalisations dans des pays moins chers exactement à ce moment-là, 1972-1980. Il faut être très clair, s'il n'y a pas de salaire vital aujourd'hui, c'est parce que cela n'intéresse pas les entreprises qui se cachent derrière la sous-traitance ou leurs actionnaires. Je vous remercie beaucoup encore pour cette invitation. J'espère que vous passerez une excellente journée avec tous ces intervenants. Et je vous engage à signer, bien entendu, cette pétition sur le salaire vital qui est très importante. C'est juste une signature, ça peut changer des choses. On a besoin de ces signatures pour organiser des dossiers, pour que ça puisse être proposé au Parlement européen. Le nombre de signatures montre l'intérêt des gens pour la question. N'oubliez jamais que ces questions de salaire vital et ces questions de salaire minimum ont souvent l'air loin, mais qu'en fait, elles sont déjà là chez nous. Et elles sont à nos frontières. Et les entreprises ont toujours une bonne excuse pour augmenter les revenus de leurs actionnaires sur le dos des ouvriers. Merci beaucoup. C'était Audrey Millet, donc une historienne qui travaille sur tous ces sujets de l'industrie textile, en passant par évidemment la création, les grandes marques et ce qu'elle vient de nous dire là, c'est le résultat de nombreuses conversations qu'on a eues ensemble ces derniers jours. Je pense qu'on peut passer maintenant. Je te rends la parole. Oui, on va pouvoir passer à la partie table ronde. Donc pour aller un petit peu plus loin sur les enjeux de cette initiative citoyenne européenne. Donc effectivement, l'éclairage d'Audrey, criant de vérité, vraiment très très intéressant. Et on voit à quel point il est nécessaire d'avoir une intervention politique et législative. C'est pour ça que l'initiative citoyenne est très très importante. Avant de passer la parole de repasser la parole à Valéria et Catherine pour aller justement un peu plus loin sur le respect des droits des travailleurs, travailleuses, on va, Valéria, donc on a la chance d'avoir une personne, donc monsieur Muthukumar, qui fait partie d'une équipe de DRH d'une filature en Inde. Cette filature est engagée dans le programme Fairtrade. Donc on est en duplex avec lui depuis l'Inde. Et effectivement, donc engagé dans le programme Fairtrade, ça veut dire qu'il s'engage à essayer d'améliorer justement les conditions de travail et les salaires des ouvriers, ouvrières de la filature. C'est pas simple pour quelqu'un effectivement qui est dans les ressources humaines de ce type d'entreprise. C'est vraiment pas simple puisqu'il y a une pression, du coup, une pression très très forte des marques. Et donc c'est très difficile pour eux parce qu'ils sont à la fois entre les marques et bien sûr les salariés auxquels ils doivent aussi rendre des comptes. Donc voilà, peut-être Valéria, je te laisse lui poser une ou deux questions. Merci beaucoup. Hello, Mr. Aruna Shalam. Did you hear me okay? Yeah, it's okay. Great. Thank you very much to be with us today. Maybe we can start to explain a little bit what are your commitments in Armstrong Mill, your commitments for better conditions of work, because I know your company. I was there 3 years before, so I see a little bit. So maybe you can explain us what are your commitments now. Yeah, actually, you know that we have started 52 years before. Armstrong Mill
is almost started a humble beginning. Now we have grown and stand tall as the pioneer in sustainable textiles and business by catering to the international market for more than 5 decades. By using our product, the brands can achieve a higher level of sustainability goals. We are vertical setup company formed to fashion. Better understanding of ecosystem, human values, and our responsibility towards our society made us to choose organic cotton and fair organic cotton as our primary product. We have almost 20 years before itself we started the organic, and 15 years before we started fair organic. So why we prefer the fair organic? Because it is giving the premium to the farmers, and not only for farmers, it is giving for the betterness for the supply chain. Since we have gone for so many sustainable certifications, so we are maintaining in our factory everything in the proper everything, whatever as per the standard and whatever the requirement of the brand and everything we are maintaining. This is the main thing we have selected for sustainable certification in our Armstrong. Thank you very much. And how you deal with the pressure of the brands to combine this pressure of the brands versus your commitments for better conditions? Yeah, actually, this is a good question because we are last 2 years, you know, that is the cotton fluctuation and the premium fluctuation. Lot of challenges are very, very, very high. Even though so the brands is supporting, and the good brands, they are always supporting us. And we are also, even for our unit is slightly because of the dull market and everything, and lot of challenges, even the production is slowed down, and even we are maintaining our labor strength since we have to keep them forever because they are along with us for more than 20 years. So we have to keep them alive, and that is the way. Whatever the challenges we are getting from brands, because the price of the level is different nowadays. That is why always what our brands are expecting from the farm to supplier, so farm to spinning mill. So that will give betterness because they can maintain the same price of cotton every year throughout the year also, and that is the advantage for them also. They can get the average price of the garment price and everything. So that is one of the advantages. So many brands are supporting for farm to spinning mill. So that is one of the things also there. And apart from that, you know, that is everywhere the challenge, world level, there is a hike in fuel and everything. For that also, so we are very much, everybody, even India also it is affected. So everything. But cost of production is slightly going up, and now the cotton is only the problem. It is up and down is there. Now this new season, definitely the people are expecting it will coming down. So we will revert back to our original business, everything, and brand also will also go the business because the things nowadays it is going to normal within another 1 or 2 months because new crop will come in the end of the December. So this is one of the things. And always the brand needs for so many changes and everything. So we are thinking of even recycled products and how we have to best we can do it. And other combination of blended type. So to reduce somewhat the cost as well as so the whatever the sustainable certification type we can change in that also. That is so many things we have to discuss with brand and we have to take some decision and trial everything it is we have in our scope only. And maybe to finish, for me it could be interesting if you have a message for consumers in Europe, because we have one of the responsibilities to change things and maybe to help companies as yours to do better. Maybe you need the support of the consumers or not. Yeah, actually that is correct because consumer has to support and consumer has to aware of
what is fair trade, what is the GARD standard, and what is GRS standard. And everything is only, it is giving to the farmers. Actually, farmer livelihood is very good because of the fair trade. Because Flowset premium, so far we have paid $1.6 million for so many farm groups. So they utilized in that so many projects of their social projects. Because there is the water is not available, they utilize it, and there is school children, they are not going to school, or they are not getting having the money, or that they are utilizing it. So that premium amount is utilizing it very high in that process because of the process. Apart from that, we have sustainable certification we need because of the supply chain also. So supply chain, such like, because the fair trade is talking about the living wages. Apart from minimum wages, what we are paying is, so we are going towards the living wages. For that, we need brand support. So brand support is coming from the customer only. So brand support, almost that it is coming, just like one or two brands. Just Newly Jeans is giving living wages for our garment factory from 2013 itself. And for the first time, they were given for spinning mill also, 2017 onwards. So the lot of changes are there. So that is first we have to get from the consumer awareness. So even though it is a costly, slightly costly material of fair trade, so it is giving the good things to the farmer society as well as the supply chain employees. Because always everybody will be taking care. Apart from that, environmental, we have not anything polluted. Because we are running our industry with 100%, above 100% of the windmill and solar. So that will be the zero emission factory. So that is one of the reasons also. Afterwards, we have to give for society so many things. We are 5,200 trees we are growing in our area. So a lot of things are there. So you can see our slideshow. A lot of things we have mentioned that will be helpful for consumers as well as the brands, everybody. Because consumer support should be there. Because they should aware what is the GARD, what is the GRS, what is the fair trade, what the logo. After seeing that logo, they can purchase, and they are supporting all people, community, and planet, everybody. That is the way we are telling more business needed for fair trade. Thank you very much to be with us today. Thank you. Thank you very much. Je te passe la parole du coup maintenant. Oui, donc c'est bon. Donc oui, c'est très important d'avoir l'éclairage aussi de personnes qui travaillent dans ces pays. Et on voit à quel point, et Audrey en parlait très justement, en Europe bien sûr, mais aussi particulièrement dans ces pays-là, il y a une connivence très très forte entre les élites économiques et politiques. Et donc c'est très important que donc déjà les ouvriers ouvrières puissent faire pression, donc par le biais effectivement de leur entreprise. Et nous on a, comme tu le disais Valéria, un rôle très très important à jouer aussi en tant que citoyens et consommateurs. Voilà, donc du coup il y a des enjeux qui sont très importants derrière cette initiative citoyenne européenne. Peut-être on pourrait parler de ce premier enjeu qui est défendre, donc en défendant le droit de tous les travailleurs, travailleuses du textile et en exigeant ce salaire vital, on défend aussi le droit des femmes, puisque 80% des ouvriers ouvrières du secteur textile sont des femmes ou des jeunes filles, puisqu'on en parlera après effectivement, ce qui est complètement interdit par les conventions internationales, mais il y a aussi beaucoup de travail des enfants dans le secteur textile. Donc peut-être Valéria, on peut parler justement de cette défense du droit des femmes qui est donc au cœur de cette ECI, particulièrement parce que les femmes représentent la grande majorité des ouvriers ouvrières du textile.
Tout à fait. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'agir sur les conditions de travail et sur le salaire vital dans la filière textile a une incidence et peut avoir une incidence importante sur les droits de femmes, parce qu'effectivement, 80%, ce sont des femmes, les travailleuses de cette filière, mais pas que. Elles sont aussi à la cueillette, à la cueillette du coton, même dans des industries comme celle qu'on vient de voir, à l'égrenage, etc. Moi, comme je le disais, j'ai eu la chance d'être chez Armstrong il y a 3 ans et d'avoir été dans des plantations de coton. Et effectivement, il y a beaucoup de femmes aussi depuis les champs de coton. Les femmes, en plus, elles sont sous-payées. Parce qu'elles ont souvent sous-payé en toutes circonstances. On le sait, même en France, on est très très loin. Je ne sais pas à quel mois il faut qu'on s'arrête de travailler maintenant pour... Voilà, on reçoit 25% de moins, nous, en France, avec tous les droits sociaux qu'on a acquis et toutes les luttes qu'on a gagnées. Alors imaginez, dans le monde, la majorité des femmes sont toujours sous-payées et moins bien traitées que les hommes. Donc cette filière est très importante par le fait qu'il y en a beaucoup de femmes qui travaillent. En plus, les femmes... du coup, elles subissent dans cette filière-là, dans ce secteur, les heures sup à rallonge, etc. Les femmes sont en plus celles qui, après, portent aussi toute une activité non rémunérée, la 2e journée de travail, parfois la 3e. À la maison et donc du coup agir sur un salaire vital pour les femmes dans le secteur textile, ça veut dire aussi respecter un certain horaire de travail, c'est-à-dire que les femmes vont avoir suffisamment pour vivre avec 48 heures de travail. Donc, quelque part, elles vont pouvoir se payer le luxe, mais ça ne devrait pas être un luxe en fait, de travailler que 48 heures par semaine pour pouvoir dédier du temps à ses enfants, à d'autres activités, etc. Parce que avec le salaire pour 48 heures par semaine, elles pourront vivre. C'est de ça aussi, c'est de ça aussi qu'il s'agit. Et puis les femmes, elles sont aussi dans les usines et en général, on le voit nous aussi, en France, susceptibles d'harcèlement, d'être victimes d'harcèlement sexuel, voire plus d'agression ou de... Et donc, ça ne loupe pas, c'est aussi le cas dans le secteur textile. Et quand on parle de salaire, on parle aussi de renforcement en général des droits et de renforcement de la capacité des travailleurs aussi à s'organiser. Et parce que ça va avec, il ne s'agit pas seulement d'un salaire, et c'est pour ça aussi qu'il est important qu'il y ait un devoir de vigilance, ce qui se passe en Europe avec la proposition de devoir de vigilance plus générale, c'est que dans le devoir de vigilance, il faut aller regarder tout, les pratiques commerciales, comme je l'ai dit, mais aussi la liberté d'association des travailleuses et des travailleuses qui peuvent exercer leurs droits, s'organiser, elles vont pouvoir défendre beaucoup mieux leurs droits. Merci Valéria. Effectivement, on reparlera juste après de la question de la loi sur le devoir de vigilance. Donc défendre le droit des travailleurs, travailleuses au travers de cette ECI, c'est défendre donc, le droit des femmes, c'est aussi défendre, Catherine, le droit des enfants. Oui, en effet, on parle de droit des femmes, mais il faut rappeler que dans les usines, notamment au Tamil Nadu en Inde, où il y a 2000 usines et des usines de filature et de teinture pour le coton, le travail commence à l'âge de 12 ans. Donc 12 ans, ici, c'est considéré comme un enfant, puisque l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans au minimum dans nos pays. Donc, depuis le Covid, on a remarqué, ça c'est pas moi qui le dis toute seule, c'est notamment un rapport d'Oxfam, mais d'autres rapports d'ONG internationales l'ont soulevé. Depuis le Covid, les enfants sont retournés au travail. Dans tous les pays, pas simplement dans le textile, pas simplement en Inde et au Bangladesh, mais dans tous les pays. Pourquoi sont-ils retournés au travail ? Eh bien parce que justement, des usines ont fermé, donc les parents n'avaient plus
revenus. Des ateliers clandestins se sont créés et du coup de ci, de là. Alors, en Turquie, on parle des enfants qui travaillent pour la confection des tapis. Ça reste quand même du textile. On est un peu encore au cœur de notre sujet, mais c'est pareil dans les usines pour nos appareils numériques, téléphones portables, ordinateurs, etc., etc. Donc, ce travail des enfants, c'est quelque chose qui n'est pas supportable. Les enfants doivent aller à l'école. Qu'est-ce qui se passe en Inde, dans le Tamil Nadu? Ça, c'est un sujet qu'on a beaucoup traité depuis 2 ans au sein de Fashion Revolution. Au Tamil Nadu, les contremaîtres, enfin les responsables des usines vont chercher les jeunes filles, et je dis bien les jeunes filles, dans les villages, en promettant, par exemple, contre 6 mois de travail, le fait de pouvoir économiser pour payer la dot. Parce qu'en Inde, pour se marier, c'est la femme qui amène la dot. Et dans les familles pauvres, il n'y a pas de dot. Donc souvent, il n'y a pas de mariage. Donc les parents se disent, OK, on va envoyer nos enfants, elles sont à l'école, hein, elles ont 12 ans, 13 ans, on va envoyer nos enfants dans cette usine pour 6 mois. Quand elle reviendra, elle pourra recommencer l'école. On sait très bien que non. On sait très bien qu'au lieu de 6 mois, elle reste parfois 2 ans à 3 ans prisonnière, avec très peu de moyens de rentrer chez elle, parce que les transports, il n'y en a pas, ou ça coûte très cher. Leur salaire est quasiment confisqué, puisqu'on leur demande de payer sur place leur logement, hyper précaire, leur nourriture, un bol de riz par jour. Voilà. Donc là, on est vraiment dans un problème social très, très grave, que parfois on ignore complètement ici dans nos pays. Donc voilà, ça c'était pour les jeunes filles. Alors, il y a eu aussi quand même, tu parlais de harcèlement tout à l'heure, mais il y a plus que de harcèlement, puisque il y a quelques mois, on a découvert des cadavres de ces jeunes filles dans les alentours d'une usine. Alors, j'ai oublié le nom de l'endroit, mais c'était en Inde. Et il y a eu 3 ou 4 disparitions suite à des sévices sexuels. Donc voilà, il faut quand même garder tout ça en mémoire. C'est pas une série Netflix, c'est en vrai, c'est dans la vraie vie. Et si vous avez envie de voir des documentaires sur la vie de ces jeunes femmes, vous pouvez aller sur la plateforme Waterbear, qui est une plateforme gratuite. Malheureusement, les films sont en anglais, non sous-titrés en français. Et vous pourrez y trouver 3 ou 4 documentaires qui parlent justement de la vie dans ces usines au Bangladesh, en Inde. Voilà. Merci Catherine. Donc effectivement, c'est des réalités très dures, mais il faut les regarder en face. Parce qu'on a nos responsabilités, nous, en tant que, comme je le disais, consommateurs et citoyens européens, et on voit à quel point, s'il y avait une politique de salaire vital dans ces entreprises pour les travailleurs, travailleuses, on aurait de manière mécanique, certainement beaucoup moins de travail des enfants, de recours à l'esclavage moderne, puisque du coup les parents auraient de quoi subvenir aux besoins de leur famille. C'est pour ça que c'est très très important, et les impacts du salaire vital, ils sont énormes et ils sont à différents niveaux. Si les parents peuvent mieux vivre, ils n'ont plus besoin de faire travailler leurs enfants, ils peuvent les envoyer à l'école, etc. Donc c'est très très important de continuer à faire pression. Alors, l'instrument législatif, il est fondamental, comme on le disait. C'est un grand parcours du combattant. On le voit avec la loi sur le devoir de vigilance, donc qui est une loi qui a été adoptée en France, qui donc est contraignante vis-à-vis des entreprises donneuses d'ordre, mais qui a aussi beaucoup de lacunes, malheureusement. Et là, elle est en discussion donc au Parlement et au Conseil européen. Donc Valéria, tu peux peut-être nous dire quelques mots là-dessus. On aurait dû avoir Naïla Jaltouni, donc déléguée générale d'éthique du collectif Éthique sur l'étiquette, qui est très très impliquée dans le lobby justement européen pour faire passer cette loi. Malheureusement, elle a un contretemps, elle ne peut pas être avec nous ce matin, mais enfin voilà, en tout cas, elle est vraiment dans l'action
comme l'ONG Fashion Revolution, voilà, toutes ces ONG, Max Havelaar, qui font pression au niveau européen, justement, pour faire passer cette loi. Donc, Valéria, voilà, où est-ce qu'on en est un petit peu sur cette loi, sur le devoir de vigilance ? Mais il y a eu une première proposition qui est analysée. Donc, toutes les ONG, nous sommes mobilisés en ce moment pour faire des propositions pour l'amender, pour l'améliorer. Parce que ce qui est le plus important, je pense à quelques messages clés, c'est qu'il y ait le plus possible d'entreprises qui soient concernées, quelle que soit leur taille. Et souvent, on nous dit « Non, mais les PME, elles sont trop... elles ont besoin de soutien. Non, on ne peut pas leur demander ça. » Et si, je pense qu'on peut demander à toutes les entreprises de toutes les tailles, mais que bien évidemment, des entreprises plus petites, les PME, etc., peuvent avoir besoin de soutien, ou il faut qu'il y ait de la mesure, que ça se fasse à la mesure des possibilités de chacun. Mais ce qui n'est pas possible, c'est que ce droit de vigilance, que le devoir de vigilance ne soit applicable que par quelques entreprises. Parce que surtout dans le secteur textile, beaucoup des entreprises du textile resteraient en dehors. Et ça, c'est pas possible. Et puis, voilà, le devoir de vigilance, un peu, je l'ai expliqué au début, c'est l'idée d'aller de faire l'analyse générale de la façon dont on travaille de bout en bout de nos chaînes. Parce que là, on parle de chaînes d'approvisionnement mondiales et qui sont mondialisées. Donc ça veut dire, et dans le t-shirt, je laisserai Catherine raconter le parcours d'un t-shirt, elle le connaît bien mieux que moi, mais ça parcourt énormément de kilomètres. Il y a beaucoup d'étapes. Je pense que c'est un très bon exemple, le secteur textile, parce que justement, il y a beaucoup de sous-traitants, énormément. C'est-à-dire que le coton est récolté dans les champs, après il est grainé par une usine et tout de suite, il part à une autre qui fait le fil, etc., etc. Et il faut qu'on puisse aller regarder tout ça et que du coup, les entreprises puissent s'assurer que les droits humains sont respectés, les droits humains et environnementaux sont respectés tout au long de ces chaînes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire mettre en place toutes les mesures nécessaires pour éviter au maximum les risques d'impact négatif vis-à-vis des droits des humains et de l'environnement. Oui, effectivement, il y a cette question de la sous-traitance qui est quand même un vrai problème dans l'industrie textile, ce que disait aussi Audrey dans son intervention. La loi, elle prévoit quand même que ça s'applique aux entreprises donneuses d'ordre et à leurs sous-traitants. Après, effectivement, on voit bien l'esclavage moderne, enfin l'esclavage tout court a beau être interdit dans tous les grands textes internationaux, on voit bien à quel point ça n'est pas respecté. Donc il y a la loi déjà, et puis ensuite il y a faire respecter la loi, et ça doit passer forcément par des instruments coercitifs et contraignants, et ce qui manque un peu à cette loi. Ce qui manque encore un peu à cette loi aussi, et puis aussi qu'on tienne compte de ce que je disais au début, que les pratiques commerciales ont une incidence, et donc il faut s'attaquer à ces pratiques commerciales, et qu'il y ait donc des pratiques commerciales qui soient considérées comme déloyales et donc interdites, parce que ça sera aussi une source de meilleur respect des droits humains. Et du coup, les discussions doivent s'achever quand, Valéria, à peu près ? Alors ça peut... Il n'y a pas de délai, ouais. Fin 2023, donc ouais. C'est très très lent, effectivement, quand on voit les urgences qu'il y a derrière. Ça paraît assez aberrant, mais donc du coup, le CI peut aussi être un moyen de pression complémentaire. Je pense que les deux instruments, c'est complémentaire, parce que là, on est en train de mettre le doigt sur un secteur qui est quand même assez emblématique de ce problème-là, et en plus, il va un peu plus loin. Ce qu'on demande va un peu plus loin. Donc oui, je pense que ce sont complémentaires, mais je veux croire que le devoir de vigilance est inéluctable maintenant. Et que ça prendra le temps que ça prendra, mais qu'on est sur ce chemin. Oui, il faut continuer, en tout cas, à faire pression. Il ne faut pas lâcher. Catherine, tu voulais rajouter quelque chose, peut-être, sur
Non, je ne vais pas rajouter quelque chose, mais je vais inviter Marie-Laurence Sapin, notre directrice de l'éducation Fashion Révolution France, à venir parler du programme Student Ambassador qui est lié à cette initiative citoyenne européenne, pas seulement, mais entre autres. Et donc on va laisser la parole à Marie-Laurence qui va nous expliquer son travail au sein de notre groupe français et comment, quand on est étudiant, on peut s'engager auprès de nous pour la signature de cette initiative. Merci Catherine, et puis merci pour cette présentation, parce que vraiment, chaque fois, on apprend plein de nouvelles choses. Alors c'est vrai que ça peut être un petit peu désespérant parfois de voir qu'on n'avance pas suffisamment assez vite. Et c'est vrai que nous, au sein de Fashion Révolution France, on a décidé que l'éducation, c'était un des points clés, parce que il faut amener ces informations et à tous les niveaux, hein, c'est-à-dire dans les écoles primaires, il y a plein de choses à faire avec les enfants pour leur expliquer qu'on peut réparer un vêtement, d'où vient la laine, etc. Beaucoup de possibilités de faire sous forme de workshop. Et on a effectivement un programme qui s'appelle Étudiants Ambassadeurs. On est en partenariat avec des écoles pour faire des actions d'information pendant la Fashion Revolution Week en particulier. Des écoles de mode, beaucoup, parce qu'évidemment, c'est le milieu dans lequel nous, on travaille. On est des travailleurs de la mode aussi. Mais pas que. Il y a beaucoup d'intérêt maintenant qui arrive de la part d'écoles de commerce. Et on commence à faire des choses avec eux aussi, parce qu'il y a des programmes souvent mode et luxe dans ces écoles-là. Et donc, les questionnements arrivent et ils demandent aussi à recevoir de l'information. Les collèges et les lycées, alors ça, on était super contents, parce que depuis 2 ans, on commence à être contactés par les collèges et les lycées qui aussi nous demandent d'intervenir sous des formes podcast parfois ou d'autres formats. Voilà, donc ça et là on invite les étudiants à devenir étudiants ambassadeurs. Ils sont ensuite accompagnés. On a un petit livret qui explique, qu'on trouve sur notre site web, et qui explique ce que c'est que cette fonction d'étudiant ambassadeur, et on les accompagne pour qu'ils puissent commencer à organiser des choses. On ne les laisse pas tout seuls, hein. On leur donne l'information qui convient. On a aussi mis en place je sais pas comment on peut dire, une consultation, une étude, parce qu'on avait envie de savoir ce qui se passait dans les écoles au niveau de l'enseignement de cette mode responsable, c'est-à-dire écologique, mais aussi éthique, hein, parce que c'est un sujet qui est très important pour nous. Et on l'a fait via un questionnaire qu'on peut trouver sur notre page Instagram, dans le Linktree de la page Instagram, qui est très très rapide, que les enseignants font directement pendant leur cours, en fait. Hein. Les étudiants peuvent répondre directement. Là, on l'a aussi expérimenté plusieurs fois. Et là, notre intention, c'est de savoir un peu où ça en est, en fait. Est-ce qu'ils sentent qu'ils sont bien informés, ou est-ce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas bien informés? Est-ce qu'ils sentent que leurs professeurs sont bien informés, ou bien formés, ou ont la bonne information, la transmettent ou pas? Globalement, dans les écoles de mode, on a majoritairement eu des réponses d'écoles de mode pour l'instant, et d'enseignement supérieur en tout cas. Globalement, oui. Après, on leur demande quels sont les outils qu'ils voudraient avoir à disposition. Alors, la Tissu Tech fait le top 10. Hein. Ils ont besoin de toucher, ils ont besoin de comprendre la matière. Bon, plein d'autres questions comme ça. On a pour l'instant 300 réponses. Par contre, ils pensent qu'effectivement la partie éthique n'est pas suffisamment abordée. Pour 80%, je crois, donc c'est quand même important. Et ce qui les sensibilise le plus, ce pourquoi ils s'y sont intéressés, ce qui les révolte peut-être le plus, c'est la surproduction et le gaspillage qui arrivent en tête avec 86%. Leur source d'information, c'est Instagram. Bon, voilà, on va peut-être les emmener ailleurs aussi, mais en tout cas, ça nous donne des pistes pour savoir ce qu'on doit poster en priorité. Et par contre, ils trouvent qu'effectivement, ils ont du mal à savoir où se tourner, alors là, c'est dans les 50 ou 60%, où se tourner pour avoir la bonne information. Alors, évidemment, nous, on a un outil
de circulation d'informations communs pour les adhérents de Fashion Révolution France, où il y a notamment une veille, où là on poste beaucoup d'informations et d'articles pour qu'ils puissent s'informer. Voilà, et on transmet aussi les partenariats et toutes les autres sources d'informations qu'il y a. Mais du coup, ça va nous amener à pas mal de réflexions. Hein, on veut essayer d'arriver au moins jusqu'à 500. Donc là, pendant l'été, évidemment, on était un peu coincés. On veut arriver au moins jusqu'à 500 pour être sûr que les informations qu'on reçoit soient vraiment pertinentes. Et il va falloir qu'on les affine, en fait, hein, puisqu'il y a 20 questions, c'est très rapide à faire. Mais bon, il y a des choses qu'il va falloir affiner, peut-être réinterroger certains, enfin, après réinterroger peut-être les directions pédagogiques des écoles pour être sûr de savoir ce qui se passe. Donc avec la Fashion Revolution Week, on va pouvoir aussi réinterroger les étudiants très facilement. Et voilà. Alors, avril. Juste rappeler les dates de la Fashion Revolution Week autour de l'anniversaire de l'effondrement du Rana Plaza. En 2013, 24 avril, donc cette année, elle aura lieu entre le 20 et le 29 avril 2023. Et ça sera le 10e anniversaire aussi de Fashion Révolution France, puisque nous sommes nés au lendemain de cet effondrement. J'ai retrouvé le chiffre, 80% disent être sensibles à l'exploitation des travailleurs de la mode quand même, avant les autres sujets. Donc ça donne de l'espoir. Mais continue à acheter. Oui, alors, ça c'est pareil, on s'est penché sur cette question-là. Pourquoi est-ce que vous, étudiants qui êtes nés avec l'urgence écologique, continuez à consommer de la fast fashion ? Eh ben, le marketing, hein, vraiment, quoi. Hein. L'argent. Alors, après l'argent, on parle beaucoup du seconde main, du vintage, et aussi ce que ça peut leur apporter, eux, en termes de s'habiller en fonction de sa personnalité, de son corps, etc. Il y a beaucoup de choses à dire, mais franchement, le marketing des marques et la force et l'impact que ça a, il y a aussi des choses à faire à ce sujet-là. Et bien sûr, on va participer à la campagne de l'ECI avec les associations qu'il y a dans les écoles. Et il y a beaucoup d'associations dans les écoles. Donc, plutôt dans les écoles d'enseignement supérieur, parce que là, il faut la majorité. Et on va aussi se mettre à faire notre part à ce sujet-là. Il y a une page dédiée sur le site de la campagne Good Clothes Fair Play qui fait un appel aussi à des étudiants qui voudraient développer. Alors nous, on les invite à rejoindre tout ça et on pourra le faire ensemble, évidemment. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler de ce programme. Merci beaucoup Marie-Laurence. Effectivement, on voit que les jeunes, c'est primordial. Hier, on en parlait lors de la table ronde sur la mode comme fait social total. Et c'était très intéressant. Il y avait une sociologue, Émilie Coutan, qui nous disait qu'elle pensait que les comportements avec l'ultra fast fashion, Shein, etc., c'était le dernier... voilà, et que ça allait ensuite péricliter, donc ça nous a donné pas mal d'espoir, et qu'effectivement les jeunes quand même, comme tu le soulignais Marie-Laurence, dans les écoles sont de plus en plus sensibles, et Shein d'ailleurs il touche en plus des extrêmement jeunes, c'est-à-dire plutôt autour de 10-12 ans, beaucoup aujourd'hui qui n'ont pas forcément de plus en plus apparemment. À partir, bien sûr, mais c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, quand la maturité permet de se rendre compte de ce qu'il y a derrière, en général, on voit que les comportements changent. Enfin, c'était un des objets de discussion d'hier qui donne un petit peu d'espoir, on va dire, pour la suite. Oui, moi je pense que les jeunes, dans les jeunes, à chaque fois qu'on se penche sur ce qui se passe avec certaines marques, on se dit qu'on a de quoi perdre espoir. Et en même temps, on voit que ce sont les jeunes aussi qui remplissent les friperies, qui s'intéressent à la couture, au faire soi-même, etc., etc. Et donc moi je pense que voilà, il y a les deux, c'est un paradoxe cette génération, mais quelque part je préfère que ça soit un paradoxe parce que peut-être que la génération d'avant on n'était même pas un paradoxe, quoi. On se penchait sur... on était dans l'hyperconsommation. On était juste dans l'hyperconsommation. Exactement. Donc il y a peut-être un tournant. C'est ça, ça c'est vraiment ce qui se dégageait aussi de la discussion d'hier, c'est qu'on est vraiment un tournant majeur et qu'a priori les jeunes générations d'aujourd'hui, donc les enfants qui ont aujourd'hui 5-10 ans, je pense qu'eux ils seront dans quelque chose de complètement différent en termes de comportement de consommation. Voilà, enfin on le souhaite en tout cas.
Il faudra obliger les entreprises à leur proposer autre chose. Ouais, exactement. Oui, oui, c'est aussi pour ça que on est tous là. Je ne sais pas si vous avez dans la salle des questions, voilà, pour qu'on puisse. Non? Si? Alors, je vais peut-être Valéria, si tu peux peut-être. Merci. C'est plus peut-être un point de clarification sur les leviers qu'on peut avoir sur les entreprises pour qu'elles puissent mettre en place les salaires vitaux, parce que on voit qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, si on essaye de faire changer les choses, par exemple au Bangladesh, on augmente le salaire, mais elles vont pas forcément jouer le jeu, ou alors elles vont peut-être aller faire produire ailleurs. Donc comment est-ce que vous pensez qu'on puisse vraiment avoir un réel impact avec des réels résultats? Je pense qu'il y a plusieurs leviers. Le fait qu'il y ait une législation qui impose la même chose à tout le monde est importante, parce que du coup, ça devrait relever les salaires partout et mettre quelque part tout le monde sur un pied d'égalité. Parce qu'il y a quelque chose qui est... par exemple, si je reprends l'exemple d'Armstrong Mill où j'étais il y a 3 ans, moi j'avais échangé avec les gérants de cette entreprise à propos justement de la question du salaire vital, parce qu'eux ils sont en cours de certification Fairtrade. Fairtrade Max Havelaar, nous avons un label textile qui est le seul label qui exige un salaire vital au bout de 6 ans. Alors, il y a des ONG qui pourraient nous dire, mais pourquoi au bout de 6 ans? Il faudrait que le salaire vital soit le lendemain de la certification, quand même, Valéria. Eh bien, peut-être parce que ce n'est pas aussi simple. C'est-à-dire que parce qu'un label, c'est quoi? Un label, il est volontaire. Un label, c'est un des outils. C'est une partie de la réponse. Et je pense qu'il nous l'a expliqué dans la façon dont ils travaillent, par exemple, eux. Mais, du coup... Et cette entreprise, quelque part, en ayant ce label et en initiant un travail pour augmenter les salaires, elle sort du champ de la concurrence avec les autres. C'est-à-dire qu'elle se met hors concurrence. Elle ne peut plus se concurrencer avec les autres en termes de prix. Puisque les autres, elles sont dans l'ultra fast fashion à écraser les prix jusqu'au bout. Vous voyez ? Et donc... l'avantage d'une législation, c'est justement de mettre tout le monde au même niveau, de relever les secteurs et du coup de permettre que ça ne se joue pas comme ça. Parce que tant que c'est volontaire, c'est possible, et nous on le démontre depuis 30 ans chez Max Havelaar, que c'est possible de façon volontaire de faire autrement. Mais ça ne suffit pas pour un changement complet d'un secteur comme celui du textile. Oui, et puis je rajouterais par rapport à ce que tu dis, Valéria, que la législation, elle doit être contraignante, c'est-à-dire on doit faire payer cher les entreprises qui ne respectent pas ça. Et c'est comme ça qu'on va faire changer les choses. Parce que tant qu'il n'y a pas de législation contraignante, les entreprises continuent à faire ce qu'elles veulent. Alors il y a effectivement le levier des ONG, etc., qui font un super travail de terrain et qui accompagnent des entreprises à aller vers plus de respect des droits humains, environnementaux, etc. Mais tant qu'il n'y aura pas une législation sévère, très contraignante, et comme tu dis, Valéria, qui s'applique à tout le monde, ça va être très compliqué de faire bouger les marques. Je pense qu'il faut vraiment, on prend conscience de toute façon avec tout ça que le système capitaliste d'aujourd'hui, qui est basé sur l'exploitation à la fois des ressources et des humains, ça ne peut plus continuer comme ça. Donc à un moment donné, il faut des instruments politiques qui sont très forts. Et ce n'est pas juste une loi avec des intentions. Pour moi, ça doit vraiment passer par la contrainte et la contrainte financière, forcément, parce qu'il n'y a que ça, je pense, pour faire bouger certains acteurs. Rapide alors, s'il te plaît. Je peux dire sur ce point de contraignante. Je suis totalement d'accord, et il faut aussi qu'on soutienne les gens qui ont envie de porter plainte, parce que le fardeau de la preuve reste sur l'accuseur. C'est le système légal qui est un peu, on va dire un peu pourri dans ce sens-là, parce que c'est très très coûteux, et contre une marque très puissante, très riche, les gens peut-être ils n'ont pas les moyens simplement. Donc on a vraiment besoin d'appuyer les gens
les personnes, les petits ONG, etc., qui ont envie d'attaquer les grandes marques en justice. Voilà. Pour David contre Goliath. Je crois qu'on doit terminer, là, on doit rendre la salle. Bon bah merci à toutes et tous. C'était pas une table ronde facile, mais je pense que c'est dans les réalités qu'elle dévoile, mais je pense que c'était nécessaire. Un grand merci d'avoir été là. Un grand merci à toute notre équipe technique qui est aussi toujours au rendez-vous depuis le début de la semaine des autres modes, les bénévoles aussi. Et donc on vous retrouve aujourd'hui et demain à la Halle des Blancs Manteaux pour terminer en feu d'artifice cette semaine des autres modes. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Bonne journée.